0 cas de maladie Ebola à ce jour au Mali. Cependant, la vigilance reste de mise. Un travail quotidien est mené avec détermination par les agents de santé. Brahma Traoré a signé quelques cordons sanitaires à Bamako. Et Salif Sanogo, depuis les États-Unis, nous informe que nos compatriotes en partance pour l'Amérique ne sont plus soumis à un contrôle renforcé pour détecter d'éventuels symptômes du virus Ebola. Crise d'ordonnancier pour les assurés de l'AMOACAI. Depuis le 25 décembre dernier, les adhérents de l'assurance maladie obligatoire ne peuvent plus acheter de médicaments au tarif de l'AMO dans les officines de pharmacie privées. Le constat a été fait sur place par nos correspondants. C'est parti pour les négociations entre le gouvernement et la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. Les deux parties s'engagent à mener des discussions franches et constructives dans le seul intérêt des travailleurs du Mali. Nous sommes mardi 6 janvier. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. À Koulouba, le chef de l'État a reçu en audience notre compatriote Amadou Touré, ancien secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, UIT. Après 2 mandats à la tête de l'UIT, Amadou Touré est venu remercier le président de la République pour son soutien. Il s'est dit disposé à mettre son expérience et son expertise au service du Mali pour une plus large vulgarisation des TIC. À cette sortie d'audience, il est au micro de Mohamed Diarra. Il était donc normal que je vienne tout d'abord remercier son Excellence le Président de la République pour tout le soutien qu'il m'a apporté et aussi lui rendre compte des acquis et des résultats obtenus pendant mon mandat en tant que secrétaire général. Mais aussi certains acquis que le Mali a pu avoir grâce aux appuis que nous avons eus avec le ministre des technologies de l'information et de la communication pendant la dernière conférence des plénipotentiaires qui s'est tenue à Busan en octobre dernier. Et donc tous les paramètres sont là aujourd'hui. De mandat de quoi vous êtes fier aujourd'hui? J'ai pu mettre un accent particulier sur l'apport que les technologies de l'information et de la communication peuvent avoir, non seulement pour le développement des pays, pour ce qui est des objectifs du millénaire pour le développement, ou bien le développement durable, ou bien les autres grands challenges que notre société a eu à faire face ces dernières années, tels que le changement climatique. Dans tous ces grands challenges, les technologies de l'information et de la communication font partie des solutions et non pas partie des problèmes. Et j'ai pu donc mettre sur l'agenda de tous les pays du monde une politique basée sur le développement du haut débit et des technologies de l'information et de la communication. Et j'espère que le Mali va être aussi un des pays phares justement qui va pouvoir se développer dans ce domaine-là. Un Malien à la tête de l'UIT, le Mali reste toujours à la traîne par rapport à la vulgarisation des TIC. Évidemment, personne ne comprendrait que mon pays soit à la traîne ayant été à la tête de l'Union internationale des télécommunications pendant 8 ans. Mais je suis en train de travailler avec le ministère et le CRT et toutes les agences ici. Et nous avons commencé une très bonne collaboration. Je dirais d'ailleurs que nous avons cette complicité positive qui fera du Mali un pays gagnant. Et toujours avec l'ancien secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, avant de rencontrer le chef de l'État, Amadou Touré était à l'Assemblée nationale. Il était venu remercier Issaka Sidibé pour son appui en cette période de transition numérique. Voilà, c'était ce matin à l'hémicycle. Amadou Touré qui a rencontré le président de l'Assemblée nationale. D'abord, faisons le point de la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola au Mali à la date du mardi 6 janvier 2015. Donc à la date du mardi 6 janvier 2015, la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola au Mali se présente comme suit. Depuis le 16 décembre 2014, il n'existe plus aucun cas de maladie à virus Ebola au Mali. En effet, sur 7 cas confirmés, 5 ont entraîné des décès et 2 ont été guéris. Cela dit, la maladie à virus Ebola reste
reste une menace pour le Mali tant qu'elle n'aura pas été vaincue dans les pays de la sous-région où elle a été déclarée. C'est pourquoi le gouvernement appelle l'ensemble des populations sur tout le territoire à maintenir la vigilance en observant les règles de prévention. Au début de cette nouvelle année, il est impératif d'appliquer les mesures d'hygiène et des précautions nécessaires à la prévention de la maladie. Il est toujours conseillé de se laver les mains au savon avec de l'eau propre et d'éviter les accolades et de se serrer les mains autant que peut se faire. Le gouvernement invite la population à continuer d'utiliser les numéros verts pour déclarer tout cas suspect ou demander des informations au 80 00 89 89, au 80 00 88 88 et au 80 00 77 77. Oui, le Mali n'enregistre jusqu'à ce jour aucun nouveau cas de maladie à virus Ebola. Globalement, la maladie est stationnaire. C'est ce qui a été déclaré à la réunion de cabinet autour de la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola. Une réunion présidée par le Premier ministre Moussa Mara cet après-midi. Le ministre de la Santé, Ousmane Kone, est au micro de Mahamadou Doumbia pour les explications. La réunion s'est focalisée sur le compte rendu de l'encadrement des regroupements de Maouloud. Il y a divers points de prêche qui ont été encadrés par nos équipes en termes de dispositifs de lavage des mains et en termes de prise de température. Et le compte rendu que nous avons reçu montre que les opérations se sont bien déroulées, que les différents responsables prêcheurs ont bien coopéré et que nous avons même eu l'avantage que la maladie a été évoquée parmi les thèmes des prêcheurs. Concernant la situation épidémiologique même, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? À la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de cas de porteurs de virus ou de cas de personnes sous contrôle, mais j'insiste, et ce qui est très important, c'est de dire que tant que l'origine du mal n'est pas éteinte, la menace demeure. Et donc nous devons rester vigilants parce que la menace est toujours là. Nous avons suivi les malades qui ont été guéris. Nous avons suivi des contacts qui ont épuisé la période normale de surveillance de 3 semaines. Et donc pendant cette période, nous avons une accalmie. Et cette accalmie doit être observée pendant 3 autres semaines. Ce qui va faire 42 jours en tout, 6 semaines. Et ces 6 semaines arrivent à échéance le 18 janvier. C'est pourquoi, officiellement, selon le protocole de l'OMS, le 18 janvier, on pourra dire que le Mali est sorti du foyer de contamination qu'il a connu. Le ministre vient de l'expliquer. La situation est stationnaire, les risques sont amoindris, mais la vigilance reste mise. Nous sommes allés au niveau de certains cordons sanitaires de Bamako. Sur place, les agents de santé redoublent de vigilance. Un travail quotidien mené avec détermination. Cependant, ils font face à certaines difficultés, comme le refus de certains passagers de se soumettre au contrôle ou l'insuffisance de matériel de travail et d'agents à certains endroits. Brahma Traoré s'est rendu sur 3 sites de prévention et de traitement d'Ebola au niveau de la capitale. Suivons ensemble. Le Mali ne connaît actuellement aucun cas ni suspect ni confirmé d'Ebola. Rassurant. Mais pour autant, la vigilance doit-elle tomber? Certainement non. Au niveau des cordons sanitaires de la capitale, les dispositifs de contrôle fonctionnent-ils réellement? Nous avons voulu en savoir plus à travers une visite de terrain. Première escale, les dispositifs de Sébenikoro. Constat, les agents sont sur place et le matériel au complet. Mais le site d'isolement est complètement masqué par des panneaux publicitaires et des signalisations. Et un autre dysfonctionnement, le non-contrôle des véhicules particuliers. Seuls ceux de transport sont dans les viseurs de l'équipe de surveillance, alors que le contrôle doit être global. En réalité, ça doit être ça. Pratiquement toute voiture qui passe, que ce soit comme on appelle une voiture de voyage, même si la voiture personnelle, normalement, doivent être arrêtées et contrôlées. À Sénou, un dispositif anti-Ebola est également installé. Un car en provenance de Bougni vient juste d'arriver. Les agents de santé procèdent au contrôle de la température des passagers à l'aide d'un thermomètre à infrarouge. Ici également, les difficultés ne manquent pas. Comme en témoigne cette arrivée tardive des gants de protection pourtant essentiels pour le contrôle. Le gars vient d'arriver à votre à Bana.
Ça vient de ça. Depuis 8 heures, on a signalé. Il a quelle heure? C'est à 11h03 que le gars vient d'arriver en votre présence. Autre lieu, autre réalité. À la gare routière de Djikorompara, le dispositif contre Ebola connaît également des défaillances. Constat de l'équipe de reportage, un car vient juste d'arriver de la Guinée-Conakry et il s'est vide de ses passagers avant même l'arrivée de l'équipe de contrôle. Seulement 3 personnes ont pu être contrôlées, mais pas sans difficulté. Ils ont tellement violé, ils voulaient nous frapper même. Il ne faut pas prendre notre température. Il ne veut pas que... Il y a des gens qui ne connaissent pas ce truc-là. Ils pensaient que c'est un pistolet. Mais l'autre jour, là, une dame, elle est venue, elle dit que non, il ne faut pas me faire ça, D'un constat général, nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre au contrôle de température. Que faut-il faire? Certainement par le renforcement de la sensibilisation et l'information des populations sur l'existence de la maladie à virus Ebola. C'est du moins un appel des agents en charge du contrôle. Bon, souvent, quand tu viens, tu leur demandes quel est votre nom, la provenance. Tu vois que c'est qu'ils ont les visages frustrés. Ils ne veulent même pas voir comment on appelle la blouse blanche. Il y a certains d'entre eux, ils ne croient même pas à la véracité vraiment de cette maladie-là. Ils pensent que c'est un truc qui est là, qui a été inventé, mais quelque chose de malédiction qui est là. Le personnel sanitaire reconnaît et apprécie le rôle combien important que jouent les forces de sécurité, notamment la police et la gendarmerie. Les deux parties partagent le même souci, celui d'éviter au Mali de nouvelles contaminations liées au virus Ebola. On a une très bonne collaboration avec eux. S'il y a des passagers qui refusent de s'en aller pour le Vraiment, tout passe bien. Vraiment, entre nous, quand même, on est ensemble ici, on n'a pas affronté à ces problèmes-là. La surprise n'a donc pas eu lieu. Cette visite inopinée a permis de confirmer la présence effective de l'équipe de contrôle sur les cordons sanitaires et de jauger sa détermination à combattre l'épidémie, même si, reconnaissons-le, les conditions de travail sont très difficiles. Et cette bonne nouvelle pour ceux qui projettent de voyager sur les États-Unis. Fin de restrictions pour les Maliens, en tout cas en partance pour le pays de l'oncle Sam. En effet, depuis ce jour, tout voyageur en provenance du Mali ne sera plus soumis à un contrôle renforcé pour détecter d'éventuels symptômes du virus Ebola. L'annonce a été faite par les autorités américaines. Une mesure qui met donc fin à plusieurs semaines de restrictions imposées à nos compatriotes qui faisaient le voyage outre-Atlantique. Les explications, c'est avec Salif Sanogo depuis Washington. Depuis ce mardi, les voyageurs en provenance du Mali ne sont effectivement plus contraints de se soumettre à un dépistage étendu et à une surveillance en entrant aux États-Unis. Cette décision, annoncée par les centres de contrôle et de prévention des maladies, ainsi que le département américain de la sécurité intérieure, fait désormais des voyageurs maliens des voyageurs ordinaires. Ils peuvent à présent passer par tous les aéroports américains sans mesure particulière. Pour justifier cette décision, les autorités américaines expliquent que ce 6 janvier marque la fin de 2 cycles d'incubation de 21 jours chacun depuis que le dernier malade d'Ebola au Mali a eu des contacts avec une personne ne portant pas de combinaison et des équipements de protection. En somme, il s'agit là d'une reconnaissance des efforts du Mali dans le cadre de la lutte contre Ebola. Et toujours aux États-Unis, précisément en New York, nous allons vous signaler que c'est en ce moment même que le secrétaire général des Nations Unies présente son rapport semestriel sur l'évolution de la situation au Mali devant le Conseil de sécurité. Une séance à laquelle prend part le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. Dans nos éditions de demain, vous pourrez suivre le reportage complet de Salif Sanogo. Crise d'ordonnancier pour les assurés de l'AMO à Caille. Depuis le 25 décembre dernier, les adhérents de l'assurance maladie obligatoire ne peuvent plus acheter de médicaments au tarif de l'AMO dans les officines de pharmacie privées. Heureusement, au niveau de l'hôpital régional Fousséini Dao, des dispositions sont prises pour permettre aux populations d'avoir les médicaments au prix AMO. Notre correspondant sur place, Mahamadou Alubari, nous en parle. Dès l'arrivée de l'assurance maladie obligatoire à Mouakaï, les bénéficiaires avaient le sourire aux lèvres. Mais aujourd'hui, les adhérents ne peuvent plus se procurer des médicaments au tarif de l'AMO hors de l'hôpital Fousséini Daou de Caille. Un malade qui vient à l'hôpital, on lui dit qu'il n'y a pas d'ordonnancier, il ne peut pas comprendre. Donc il s'en prend aux travailleurs de l'hôpital, alors que ce n'est pas eux la cause.
Donc il faut que ceux qui font l'ordonnancier, il faut qu'ils prennent toutes les dispositions pour qu'au moins les stocks soient suffisants pour satisfaire les besoins de la population. Cette crise d'ordonnancier de l'Amouakaï est due au nombre d'adhérents qui augmente de jour en jour. Nous mettons les cachets AMO sur les ordonnanciers intérieurs de l'hôpital Sendao. Et quand la rupture est consommée et qu'on a les ordonnanciers, nous reprenons ces ordonnances. Donc, 10, 15 ordonnances à reprendre, je crois que ça pose beaucoup moins de problèmes que si c'est des centaines. Donc, c'est pourquoi cette fois-ci, avant de s'engager dans la voie, nous avons tenu à échanger avec les prescripteurs qui doivent reprendre les ordonnances une fois que les ordonnanciers AMO seront là. Mais cela concerne uniquement que les produits qui sont disponibles à l'intérieur de l'hôpital. Les produits qui sont dans les pharmacies privées, nous ne pouvons pas faire cela puisque notre ordonnancier n'est pas valable pour l'extérieur. Malgré le manque d'ordonnanciers à Mouakaï, le caissier de l'hôpital demande aux adhérents d'être patients. L'appel qu'on a lancé, c'est leur dire de patienter. Parce qu'à chaque fois, on appelle la canon pour nous envoyer des ordonnanciers. Donc même ce matin, je les ai appelés. Ils disent qu'ils ont envoyé les ordonnanciers depuis le vendredi. Ça, on n'a pas reçu. L'absence d'ordonnanciers pour les affiliés de l'AMO a commencé depuis le 25 décembre 2014 à Caille. Pose de la première pierre par le ministre de la Santé Ousmane Koné d'une maternité à Faradje, chef de lieu de Tchemala, Banimouche, dans le cercle de Bougouni. L'ouvrage qui a coûté 10 millions de francs CFA est financé par les 7 villages qui composent la commune. Le récit de la visite du ministre avec nos envoyés spéciaux Aboubakar Traoré et Maramfi Konati. A invité exceptionnelle mobilisation des grands jours. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'un membre du gouvernement est reçu dans ce village. Ce qui vaut à Ousmane Koné d'être citoyen d'honneur. L'hôte du jour est venu poser la première pierre d'une maternité qui va coûter 10 millions de francs CFA financés par les 7 villages de la commune. Une infrastructure qui remplace une autre bâtie en matériaux locaux comprenant une salle de consultation, une salle de soins, une pharmacie et une salle de repos. J'ai confiance que ce centre de santé va être viable. Parce que la demande est là. L'occasion était bonne pour le ministre de la Santé de tester le dispositif Ebola dans la commune. Il ressort des constats que la sensibilisation a bien été menée. Le maire de la commune et les notabilités prennent très au sérieux cette menace dont le seul remède demeure la vigilance et la précaution. Le maire a quand même traduit les préoccupations essentielles de mon département à la matière. Il a bien traduit les messages que nous demandons de diffuser. Ce n'était pas la première fois que les populations entendaient ces messages-là. Et donc cela m'a mis à l'aise. Les femmes de Faradje ont retenu l'attention du ministre Ousmane Koné avec leur périmètre maraîcher. Le ministre a salué la combativité des femmes malgré la précarité de leurs sources d'eau. La qualité nutritionnelle de la ration alimentaire est une préoccupation dont les femmes ont conscience ici, parce que vous voyez, il y a des légumes, des oignons, tout ça dans l'alimentation correspond au message que nous essayons de vulgariser. Tout au long du trajet qui mène à Faradje, le ministre de la Santé a été interpellé sur l'état des ouvrages de franchissement qui rendent les évacuations sanitaires impossibles en période hivernale. Ousmane Koné dit avoir pris bonne note et informera qui de droit. L'actualité, c'est l'attaque terroriste hier à Nampala, en 4e région, contre nos forces armées. Les blessés ont été évacués à l'hôpital Nianakoro-Fomba de Ségou. Ces derniers ont eu la visite du gouverneur de la région de Ségou. Le reportage de Fousseini Samaki. Ils sont au nombre de 4 combattants blessés au cours de l'attaque du camp de Nampala le 5 janvier dernier. Excepté un cas, les autres blessures sont moins graves. Tout compte fait, leur vie ne serait pas en danger selon les services de santé. Il s'agit de 4 blessés légers que nous avons reçus, mais c'est les 3 blessés dans un état critique, mais le 4e, il a un trauma thoracique, mais le pronostic vital reste bon. Aucun d'eux, même celui qui a trauma thoracique, il est bien conscient. Le gouverneur de la région a constaté de visu l'état de santé des blessés. Il leur a souhaité prendre l'établissement et a remis une enveloppe symbolique. Je suis là au nom des plus hautes autorités de ce pays pour non seulement soutenir les blessés, mais compatir avec eux
Nous avons tous une mission et un devoir pour ce pays. Et notre mission aujourd'hui est de rassurer la population et demander la confiance aussi de la population. Thierno Boubacar Cissé a par ailleurs invité les autres combattants à la vigilance et les populations au calme et la sérénité. Les combattants ont en tout cas rassuré les uns et les autres qui vont occuper leur poste après guérison pour la poursuite de leur mission régalienne. Et nous avons cette déclaration de l'ADEMA PSG, l'ADEMA Parti africain pour la solidarité et la justice, après analyse approfondie de la situation sécuritaire de notre pays marquée ces derniers jours par les attaques armées répétées contre les populations maliennes et les casques bleus de la MINUSMA au nord et par l'attaque ayant visé les FAMA à Nampala, condamne vigoureusement l'attaque du convoi du maire d'Andera-Boukane ainsi que l'attaque perpétrée contre le convoi du contingent nigérien de la MINUSMA. S'incline pieusement devant la mémoire du maire d'Andera-Boukane et des soldats maliens tués dans ces attaques et exprime ses condoléances les plus attristées à leurs familles. Exprime sa solidarité et son soutien total aux forces armées de sécurité du Mali et à leurs partenaires de la MINUSMA et de Barkhane dans leur noble mission de défense du pays et de sécurisation des citoyens et de leurs biens. Invite l'ensemble du peuple malien à la sécurité, à la vigilance et à la mobilisation derrière les autorités nationales pour soutenir les forces armées de sécurité afin de faire échec aux ennemis de la paix et du développement de notre patrie. Et ce taux de communiqué de l'Union pour la République et la démocratie, l'URD a appris avec regret et consternation l'attaque terroriste perpétrée contre le camp de l'armée malienne à Nampala le 5 janvier 2015 et a entraîné des pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels importants. L'URD condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux et barbare que rien ne saurait justifier. C'est avec une immense émotion que le parti adresse ses sincères condoléances aux familles des disparus et souhaite prendre rétablissement aux blessés. Face à la dégradation inquiétante de la situation sécuritaire au Mali, l'URD demande à la communauté internationale de renforcer son assistance au Mali et l'exhorte à poursuivre ses efforts de sécurisation et de stabilisation de notre pays aux côtés de nos forces armées et de sécurité. Les négociations entre le gouvernement et la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, se sont ouvertes ce matin au ministère du Travail. La CSTM revendique notamment l'augmentation de 50% du SMIC, le renforcement des cotisations d'assurance maladie obligatoire conformément à la décision du Conseil des ministres du 30 avril 2011. La centrale syndicale réclame également sa représentation dans le Conseil d'administration des organismes paritaires et tripartites. À l'ouverture des négociations, les deux parties se sont engagées à mener des discussions franches et constructives dans le seul intérêt des travailleurs du Mali. Dama Traoré, reportage. Quand les fils d'un même pays se retrouvent, ils ne peuvent ne pas se comprendre. Les négociations entre la Confédération syndicale des travailleurs du Mali et le gouvernement doivent confirmer cette évidence. La CSTM soumet au gouvernement un cahier de doléances en 38 points. Les revendications concernent l'augmentation générale de la valeur indiciaire et des salaires de 20%, l'augmentation de 50% du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC. La centrale syndicale réclame également la réduction du taux de l'impôt sur les traitements de salaire et l'adoption d'une convention collective des travailleurs de l'enseignement privé laïque. Nous sommes convaincus, a priori, que nous aurons des discussions franches. Ce que nous allons demander ici, c'est au profit de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses du Mali, y compris monsieur le ministre. Nous ne poserons pas des problèmes insurmontables pour le gouvernement. Nous n'avons pas le droit de le faire. Autant nous souhaitons que le gouvernement assume ses responsabilités face à ses obligations, notamment en respect des droits. Du côté du gouvernement, on qualifie les revendications de la CSTM de légitimes. À en croire le ministre en charge du travail, les négociations doivent aboutir rapidement à la satisfaction des travailleurs. Mais cela dans les proportions soutenables par l'État, a-t-il précisé. Parce qu'il ne sert à rien de forcer l'État à s'engager dans des choses qu'objectivement il ne peut pas tenir. C'est ce qui amène les ruptures inutiles. Nous ne souhaitons pas nous engager dans ça. Nous allons nous engager dans ce que l'État peut honorer. Et en tenant compte, bien sûr, de notre devoir également d'assurer aux travailleurs de notre pays
la dignité. Nous allons négocier avec vous, avec la ferme volonté d'aller vers la satisfaction de vos préoccupations, qui sont aussi, nous, notre mission et notre devoir. Les engagements sont désormais pris et les jours à venir nous édifieront certainement. Et nous allons suivre. L'Agence des technologies de l'information et de la communication a tenu ce matin la 11e session de son conseil d'administration. L'examen du rapport d'activité 2014, le programme d'activité et le budget 2015 sont soumis aux administrateurs. Garibou Pérou, reportage. Le budget prévisionnel de l'Agence des technologies de l'information et de la communication au titre de l'année 2015 a été évalué à plus de 2 milliards 878 millions de francs CFA, soit une baisse de 2,47% par rapport au budget de 2014. Le présent budget est établi sur la base définie dans le programme de l'Agence par rapport aux priorités contenues dans les documents de politique nationale en matière de technologies de l'information et de la communication. L'AGETIC a donc été créée pour jeter les jalons des axes prioritaires contenus dans les documents de politique nationale et de plans stratégiques des technologies de l'information et de la communication. Ces missions, capitales dans la marche vers la société de l'information, devaient permettre à notre pays de bénéficier de la très grande valeur ajoutée que confèrent ces technologies, notamment une meilleure gouvernance, une économie émergente et une efficience de plus en plus grande à tous les niveaux. Le gouvernement veut faire du numérique le facteur de transformation et le moteur de développement de la société malienne. L'AGETIC a-t-elle accompli sa mission pour aider le Mali dans son choix de tournant numérique? Le programme d'activité 2015 devra tenir compte de ce qui n'a pu être réalisé en 2014, notamment le développement de contenu qui permettra de toucher du doigt l'apport des TIC. L'autre volet essentiel sera le renforcement des capacités de pilotage et d'accompagnement de l'AGETIC afin d'exploiter et de prendre en charge effectivement le potentiel des TIC au niveau central et déconcentré. Sur les 2 milliards 878 millions de francs CFA, l'État subventionne plus de 2 milliards 400 millions de francs CFA. 100 millions de francs CFA proviennent des ressources propres de l'agence et 300 millions de francs CFA du budget spécial de la connexion des communes et des écoles. Le taux d'exécution des dépenses de 65% ne satisfait pas les administrateurs de l'Agence nationale de l'aviation civile, réunis pour la 16e session du conseil d'administration de la structure. À Hussein Touré, les détails. Essentiellement budgétaire, la présente session de l'Agence nationale de l'aviation civile fait apparaître une nette amélioration du taux d'exécution des activités au cours de l'année 2014. Tel n'est pourtant pas le cas pour les dépenses dont le taux d'exécution est nettement en baisse par rapport à l'exercice précédent, ce qui inquiète les administrateurs. L'analyse du point d'exécution des activités au 30 septembre 2014 fait ressortir des résultats positifs aussi bien en matière de réglementation que de contrôle de la sécurité et de la sûreté. En outre, pour le budget 2014, les taux de réalisation des émissions par rapport aux prévisions et de recouvrement sont largement supérieurs à ceux de la même période de 2013. Je voudrais féliciter la direction générale et tout le personnel de l'ANAC pour les efforts fournis tout au long de l'année 2014. Cependant, il convient de souligner que ce tableau serait presque idéal sans le constat du faible taux d'exécution des dépenses du budget qui n'est que de 65% en 2014 contre 84% en 2013. Pourtant, l'espoir est permis de voir cette tendance évoluer positivement au regard de l'intérêt accordé par les autorités à l'enclavement intérieur et extérieur du pays. Le Mali a adopté un code de l'aviation civile en 2011. Maintenant, il revient à l'ANAC d'assurer la supervision de toutes les activités de l'aviation au Mali. Et avec la reprise des activités sur la plateforme de Bamako suite à la crise de 2012, on peut dire que l'aviation civile du Mali est de ses cendres. Maintenant, l'année 2015 est placée sous de bons auspices. Vous savez, le gouvernement vient d'achever la recherche des financements pour la construction de la nouvelle aéroport de Bamako-Sinou et les travaux vont démarrer incessamment. Donc, avec ces travaux, l'aéroport de Bamako-Sinou va augmenter ses capacités à 1,5 million de passagers par an. En plus du programme de 2014,
Les administrateurs jetteront un œil sur le point d'exécution des recommandations issues de la 15e session. Leur quitus permettra à l'ANAC de déployer ses ailes et planer vers des horizons plus dégagés. Le ministre des Maliens de l'extérieur vient de boucler une mission en dehors du Mali, mission qui a permis au ministre Silla de s'enquérir des nouvelles de nos compatriotes de l'extérieur. Isaac Chenou, reportage. Cette visite a permis au ministre des Maliens de l'extérieur de mieux s'imprégner des préoccupations des Maliens vivant sur terre étrangère et renforcer les liens de coopération entre le Mali et les pays d'accueil. Aujourd'hui, ils sont tous intéressés à venir au Mali, à venir s'investir. Donc il s'agit donc de créer les conditions idoines, le cadre adéquat pour permettre vraiment ces investissements dans notre pays. Tout ce à quoi nous travaillons, nous, le gouvernement actuellement, pour créer un peu ce contexte-là. Donc les Maliens de l'extérieur voudront trouver toute la confiance qu'ils doivent avoir envers le gouvernement, ce à quoi également nous travaillons. Et je pense qu'une fois que cette confiance est acquise et que les cadres d'investissement sont créés, rien ne s'opposera désormais vraiment à cet investissement et de nos compatriotes de l'extérieur au pays. La visite du ministre Silla en Chine a été l'un des temps forts de cette mission dans les zones arabes et asiatiques. Dans cette zone, nous avons une communauté extrêmement dynamique, extrêmement entreprenante et qui, dans des conditions souvent difficiles, travaille rien que pour orienter sur le Mali tout ce qu'ils arrivent vraiment à avoir. Il a été effectivement question de quelques difficultés relatives à leurs conditions de séjour. Nous allons nous y atteler très rapidement pour pouvoir apporter la solution ensemble avec les autorités de la Chine. Cette sortie était aussi une occasion pour le ministre des Maliens de l'extérieur de recueillir les préoccupations de nos compatriotes à l'étranger en vue de répondre aux orientations du président de la République. La 11e édition de la Foire Exposition internationale de Bamako se prépare activement. De grandes innovations en matière d'installation et d'activités sont programmées. Environ 1000 exposants nationaux et internationaux sont attendus à cette rencontre prévue du 15 au 25 janvier. Le président de la Chambre du commerce d'industrie de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali était sur le terrain ce matin pour constater de visu l'état des préparatifs de l'événement. Agali Ag Adissa. La foire exposition internationale de Bamako FEBAC 2015, c'est du 15 au 25 janvier au parc des expositions de Bamako. En attendant, les préparatifs vont bon train. Les organisateurs mettent le paquet pour garantir le succès de la FEBAC après la crise politico-sécuritaire qu'a connue le Mali. Nous avons voulu mettre cette foire-là dans des contextes comme on le voit ailleurs, comme je l'avais dit, avec des chapiteaux modernes, avec des stands conformes aux standards internationaux. Ça va se passer sous chapiteau avec une climatisation. Les 2 jours d'exposition seront également marqués par des activités majeures. Le salon sera divisé en différents pôles d'activité. Nous aurons des pôles agro-business, des pôles bâtiments, construction, des pôles formation, des pôles santé, des pôles énergie renouvelable et électricité. C'est vous dire que nous sommes en attente d'une affluence sectorielle significative pour que cette relance économique même puisse avoir sa propulsion à partir d'ici. Maintenir ces caps pour relancer l'économie du Mali sera le challenge désormais des leaders de la Chambre du commerce et de l'industrie du Mali. Après la FEBAC, tout événement de ce genre qui va se faire au Mali, que ce soit des salons spécialisés ou des grands salons comme le salon de l'agriculture, cet emplacement sera le cadre. Une économie ne peut pas être relancée avec des entreprises sans consistance, avec des entreprises non formelles. Nous n'avons pas vocation à miser sur le nombre, mais la qualité. Ces stands ne peuvent pas être cédés à 30 000, 40 000. Mais d'ores et déjà, au moment où je vous parle, la quasi-totalité des stands ont été réservés et payés aux tarifs que nous avons donnés. Environ 1000 exposants nationaux et étrangers sont attendus à cette 11e édition de la FEBAC 2015. Le bureau malien du droit d'auteur et les artistes étaient en conclave. Il s'agissait à travers cette rencontre d'informer les artistes sur leurs droits et sur les missions du bureau malien des droits d'auteur. L'ordre du jour portait également sur les questions de piraterie. Al-Jumatina.
Les acteurs de l'industrie création artistique, notamment les artistes, se sont retrouvés autour d'une causerie débat pour se parler, discuter les problèmes auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leur art afin d'y trouver des solutions. Cette rencontre a pour but essentiel d'informer les membres du Bureau malien de droit d'auteur et l'ensemble de la communauté des créateurs du Mali sur le fonctionnement du Bureau malien de droit d'auteur, sur les réalités vécues au quotidien dans le fonctionnement de cette institution, mais aussi sur la marche du droit d'auteur dans notre pays. Cette rencontre deuxième du genre a été l'occasion pour le Bureau malien du droit d'auteur d'informer ses membres sur plusieurs obstacles, parmi lesquels la piraterie qui constitue un frein pour l'épanouissement des artistes. Au Bureau malien du droit d'auteur, nous avons envie, nous avons le désir ardent de nous enrichir des idées, des suggestions et des avis, bien sûr, de ceux-là pour qui nous travaillons. Lors de cette causerie de débat, les artistes ont été aussi informés à propos de leurs droits, puis sur le mode de fonctionnement du Bureau malien du droit d'auteur. Mahaman Al-Hadi, instituteur à la retraite, n'est plus décédé ce mardi matin à Gao. Il a été conduit cet après-midi à sa dernière demeure par ses proches. Daouda Zoumana Traoré nous parle de l'homme. Le regretté Mahaman Al-Hadi s'en est allé à sa 81e année après avoir mis son énergie au service du rayonnement de l'éducation, du football et de la culture. Instituteur depuis 1953, Mahaman Al-Hadi a servi à Badjigourma, à Gao 2, à Magnadowe avant d'être conseiller à l'inspection de l'enseignement fondamental de 1971 à 1982 et chef de section à la direction régionale de l'éducation de Gao de 1983 à 1989. Les premiers clubs de football ont été créés en son initiative, notamment le Clerc, la Renaissance, l'Askia. Premier secrétaire général du district et de la Ligue de football qu'il présida pendant au moins 20 ans. Les nombreuses personnes qui l'ont côtoyé gardent de lui plein de bons souvenirs. Il a été véritablement notre inspiration. Il a tracé le chemin à travers ses sages conseils. Les conseils pratiques, il écoute pratiquement toutes les radios de la place. Et il n'hésite pas à nous appeler pour nous prodiguer des conseils. Aujourd'hui, 5 janvier, il y a 2 bibliothèques qui ont brûlé. Une bibliothèque de l'éducation et une autre du sport, en particulier le football. Al-Hadi, au plan professionnel, a été un instituteur émérite. Tout le monde le reconnaît ça. C'est un des précurseurs de la réforme de l'éducation au Mali. Le regretté Mahaman Al-Hadi repose désormais au cimetière du quartier d'Al-Djanabanja de Gao. Il laisse derrière lui 2 veuves et plusieurs fils et petits-fils inconsolables. Et nous avons ce communiqué de l'URD qui a appris avec consternation que le maire de la commune d'André Boukane, Aoulideni Ag Amatou, a succombé à ses blessures le samedi 3 janvier 2015 suite à l'attaque de son véhicule par des hommes armés. L'URD condamne avec force cet attentat qui a coûté la vie également à l'un de ses fils. À sa famille éplorée, le parti adresse ses sincères condoléances. L'URD demande au gouvernement d'ouvrir des enquêtes afin de rechercher et punir les auteurs de cet acte crapuleux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Toutes nos excuses pour la voix enrhumée, ou dirais-je exécrable, de la présentatrice. Merci de votre fidélité à l'ERTM. Bonsoir à tous.